Comme je vous le disais à l'instant, donc le train hydrogène, il est né en fait d'une volonté politique forte présente dans des régions françaises sur la décarbonation du travail et d'un contexte politique, on va dire, extrêmement favorable sur ce verdissement, ce qu'on appelle le verdissement des flottes TER, voilà, donc qui sont, on va dire, la traduction on va dire en ferroviaire des engagements pris au niveau de la COP 21 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette ambition a été concrétisée, on va dire, cette année ou tout au moins dans l'année qui vient de s'écouler, par quelques événements un peu clés. L'apparition vis-à-vis de l'hydrogène d'un plan hydrogène de 7 milliards qui est au niveau de l'État pour pouvoir aider à l'émergence d'une filière hydrogène et en particulier à la massification de la production d'hydrogène vert, on en reparlera tout à l'heure. Et d'un point de vue purement, on va dire, alstomien du terme, on a eu la chance d'avoir deux grosses commandes de verdissement de trains. Une première commande avec 4 régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes, bien évidemment, mais également Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Grand Est, pour l'achat de Régiolis bimode hydrogène. Alors, pour l'instant, c'est encore un peu abscon, mais je vais vous détailler un petit peu ce que veulent dire ces termes Régiolis bimode hydrogène. Et une deuxième commande également avec le partenariat de régions françaises qui était au nombre de 5 pour l'achat de trains AGC batterie, qui sont des TER qui sont actuellement des bimodes diesel électriques et qui demain seront des bimodes batterie caténaire. Et donc Auvergne-Rhône-Alpes était également dans les régions, on va dire, particulièrement motrices sur cette ambition de décarbonation des transports. Et grâce à ces engagements et au soutien fort de l'État, on a pu démarrer, on va dire, une phase qui est une phase préparatoire à l'avenir du TER en France. Alors, le transport ferroviaire on va dire, dans les émissions de gaz à effet de serre est plutôt bon élève. Alors pourquoi? Parce que, vous le voyez, donc les transports représentent à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, au niveau européen. Et dans ce tiers, si on regarde la part relative des différents modes de transport, le rail est particulièrement vert, hein, puisqu'il ne représente que 0,5% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que c'est un mode de transport qui est essentiellement électrique, et qui est surtout un mode de transport collectif. Donc, quand on le compare à une voiture qui est individuelle et thermique, effectivement, l'émission de gaz à effet de serre par passager est très, très inférieure au niveau du rail. Néanmoins, aujourd'hui, le rail a encore un travail à finir qui consiste à éradiquer tout ce qui peut encore émettre des gaz à effet de serre, en particulier la traction diesel. Aujourd'hui, on va le voir, il reste encore des trains diesel, que ce soit sur le fret ou sur le transport régional de passagers. Il existe encore des trains diesel parce qu'on n'a pas d'autres moyens à disposition aujourd'hui pour pouvoir exploiter certaines lignes. Et donc, par rapport à ce chemin restant à faire, nous avons identifié donc deux technologies majeures que sont l'hydrogène et la batterie, pour pouvoir finir, on va dire, la décarbonation totale du transport ferroviaire. Donc, grâce à ces deux technologies, on va pouvoir faire passer cette part du rail dans les émissions de gaz à effet de serre à zéro, ce qui est quand même un exemple particulièrement important, surtout que, on va dire, le rail est un exemple de la personne publique vis-à-vis des comportements qu'on peut demander aux différentes individualités, puisque effectivement les trains sont achetés par des personnes publiques, que ce soit l'État ou les régions, et dans le cadre qui nous concerne, essentiellement, enfin, ce sont les régions. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le train est un mode de transport particulièrement vertueux par son côté de transport collectif. Alors, j'ai souvent une slide qui montre en 4 cadrans, en fait, 4 fois la même image, qui sont 4 photos d'embouteillage. La première dit la voiture électrique, la deuxième dit la voiture autonome, la troisième dit la voiture à hydrogène, mais en fin de compte, systématiquement, le transport individuel ne résoudra pas les problématiques de congestion urbaine et périurbaine. Donc ça, le transport collectif le permettra, mais dans ce transport collectif, encore faut-il qu'il soit propre. Donc aujourd'hui, 40% du réseau ferré n'est pas électrifié.
Alors pourquoi? Parce que le coût d'électrification est quand même très onéreux, hein. On parle de 1 à 3 millions d'euros du kilomètre. Et donc, le Conseil d'orientation des infrastructures, en novembre 2017, a émis un rapport qui a été un petit peu le point initial de ce mouvement de verdissement des flottes TER en France. Et dans ce rapport, qui était le rapport dit rapport Duron, il était clairement indiqué que globalement, il fallait arrêter de chercher à électrifier à tout prix les territoires qui ont des dessertes qui ne justifient pas l'investissement, les capex pour une ligne électrique, hein, parce que ça peut coûter très 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 cher, et on peut en arriver à faire un peu n'importe quoi quand vous voulez relier deux villes qui sont distantes de 50 ou 60 km, voire 80 km, et que vous payez 3 millions d'euros du kilomètre pour faire 8 trains par jour, ça n'a simplement pas de sens. D'accord. Donc, néanmoins, vous ne pouvez pas non plus dire on arrête de faire ce type de desserte ferroviaire parce que c'est, voilà, on a un transport public, on a une desserte locale, et le ferroviaire est quand même un outil d'irrigation des territoires qui est extrêmement précieux. Et voilà. Donc aujourd'hui, pour exploiter des lignes non électrifiées, le seul moyen qui est donné, on va dire, à l'opérateur national, hein, qui est toujours la SNCF aujourd'hui, même si un processus d'ouverture à la concurrence a été initié, l'opérateur aujourd'hui n'a pas d'autres alternatives parce que nous-mêmes, en tant que constructeurs, n'avions pas forcément mis sur la table d'autres alternatives que d'acheter des trains diesel. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1200 trains diesel qui fonctionnent en France. Quand je dis des trains diesel, ce sont des trains TER diesel qui fonctionnent sous différents modèles. Hein. Donc un modèle assez courant qui est un peu partout en Europe, qui est le monomode diesel. C'est-à-dire que ce sont des TER dont le seul mode de propulsion est le diesel, d'accord. Et vous avez des trains bimodes. Alors ça, c'est une spécificité française. Il y a une dizaine d'années, en fait, les régions et la SNCF ont demandé aux constructeurs de travailler sur des trains bimodes, des trains capables de pouvoir circuler avec un pantographe levé quand ils vont circuler sur des lignes électrifiées, et pouvoir également baisser le pantographe et continuer la fin de parcours vers une ligne non électrifiée. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça évite de changer de train, hein, quand vous arrivez à une gare et que vous passez d'une ligne électrifiée à une ligne non électrifiée. Grâce à un train bimode, vous pouvez continuer votre parcours dans le même train. Donc c'est extrêmement important pour le voyageur. Et c'est également important pour les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en Allemagne, par exemple, les Allemands n'ont pas fait ce choix du train bimode, si bien qu'il fonctionne systématiquement. S'il y a 1 kilomètre à circuler sur une ligne non électrifiée, ils vont choisir le train monomode diesel et ils vont rouler en diesel sous caténaire. Donc en France, on a déjà, on va dire, eu il y a une dizaine d'années un premier pas vers un moins de diesel qui était la bimodalité, qui a été commandée par les régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ces trains, aujourd'hui, font l'objet de verdissement. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, 2 gros contrats de verdissement sur les AGC batteries, donc avec Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Sud-PACA et Occitanie. Et sur les Régiolis, hein, qui sont une autre génération de trains également bimodes, où là, on a des trains qui sont électriques caténaires et diesel, et qui vont passer à électrique caténaire et hydrogène. Donc, ils vont être zéro émission d'un bout à l'autre du parcours. Alors, le train à hydrogène, effectivement, même s'il est déployé, et on est très content d'avoir réussi à contractualiser avec toutes ces régions et la SNCF des premiers contrats. Le train hydrogène, en fait, n'est pas né en France, hein, puisque le premier train hydrogène, il s'appelait le e-Lint, hein, c'est le train que vous voyez ici en fond d'écran, en photo. Le e-Lint est un train qui a été présenté aux régions, enfin, on va dire, aux décideurs politiques du monde entier pour une mise en service commercial en septembre 2018. D'accord. Donc ce train e-Lint est issu d'une gamme de trains, hein, il y en a à peu près 1000 qui ont été vendus en Allemagne, des trains diesel. Des petits trains diesel, vous voyez, un petit peu à la mode de ce qu'on peut connaître en France avec nos TER. Donc ces trains diesel ont eu un gros succès, hein, ce sont des trains fabriqués par Alstom Allemagne, qui est situé à Salzgitter, en Basse-Saxe. Et donc cette success story, voilà, un jour, Alstom a décidé de développer sur la base de ces trains diesel une variante qui était un train à hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'un partenariat avec 4 entités, hein.
Vous voyez ici la signature en 2014 d'un partenariat avec l'État allemand, le Land de Basse-Saxe, le groupe d'énergie Linde, qui est un grand groupe énergéticien, comme on peut avoir Engie, Air Liquide, EDF, etc. Linde est un gros groupe allemand. Et donc, ces 4 entités ont pris l'ambition de développer un train à hydrogène et tout l'environnement qui va avec le train à hydrogène, bien évidemment. Ce train a été construit et présenté 2 ans plus tard au même salon InnoTrans à Berlin. Et donc, vous le voyez ici, hein, ce train présenté en statique en 2016 a été mis en service commercial avec passagers en 2018 entre la ville de Buxtehude et Cuxhaven. Et il a circulé pendant 18 mois avec des passagers tous les jours, inséré totalement dans un trafic tout à fait normal de trains diesel. Les petits cousins du Highland circulaient sur cette ligne déjà. Et donc, les gens qui étaient sur le quai à attendre leur train le matin ou le midi, ou le soir, ne savaient pas s'ils allaient voir arriver un train diesel ou un train hydrogène. Et effectivement, le seul signe qu'ils avaient quand ils voyaient arriver un train hydrogène, c'est que ce train n'émettait pas de bruit. Hein. C'est un train qui est totalement silencieux, puisqu'il fonctionne avec des piles à combustible à hydrogène, donc qui sont totalement silencieuses. Et surtout, ce train n'émettait pas de panache de fumée. Hein. Il y a une petite fumée de vapeur d'eau qui s'échappe de ce train, mais ce n'est que de la vapeur d'eau. Il n'y a pas de rejet du tout de gaz ni de particules lors de la circulation de ce type de train. Alors, le train E-Lint, c'est un train, donc vous avez sur le côté gauche de l'image ce qu'il est historiquement, à savoir un train diesel avec un réservoir, des moteurs diesel, etc. Et ce qu'il est devenu, à savoir un train électrique avec un moteur électrique, une chaîne de traction électrique, une pile à combustible à hydrogène et des réservoirs à hydrogène. Et tous ces composants ont été installés dans les contraintes d'installation, de volume et de masse qu'on peut avoir dans le ferroviaire. Donc ce train, au niveau diagramme intérieur, il est exactement identique à ses petits cousins diesel, hein, savoir c'est un train qui a à peu près 120 à 150 passagers de capacité dans le port en place assise. C'est un train qui est équipé d'un WC accessible aux usagers en fauteuil roulant, qui est totalement accessible, il y a le Wi-Fi à bord, il y a de quoi transporter des vélos, bref, c'est un train, il y a des prises USB, des prises électriques, enfin, c'est un train, ce qu'il y a de plus classique et récent. Et sa spécificité, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul train en circulation commerciale avec une propulsion à hydrogène. Alors, quelques basiques technologiques pour expliquer un petit peu comment ça marche un train à hydrogène. Alors, un petit rappel, vous en avez peut-être parlé déjà depuis le début de la session, un train à hydrogène à pile à combustible, encore une fois, on n'est pas sur de l'injection directe d'hydrogène dans le moteur. Ici, on est sur une pile à combustible. Alors, une pile à combustible va fonctionner sans explosion. Hein. C'est juste des transferts d'ions, on va dire, qui vont avoir lieu au sein ce qu'on appelle une membrane échangeuse de protons. Vous voyez simulé ici sur la gauche de l'image, où le dihydrogène va être propulsé au niveau d'une anode, et au travers d'un électrolyte, on va recréer des ions H+, qui vont libérer des électrons qui vont être captés pour le circuit électrique du train, et c'est ces électrons-là qui vont servir à alimenter le moteur du train pour le faire avancer. D'accord ? En sortie de cette membrane échangeuse de protons, il y a, on va dire, récupération de l'oxygène de l'air ambiant, d'accord ? Et on vient recombiner cet oxygène avec les 2 atomes d'hydrogène H+, pour recombiner et refaire de l'eau. Donc, une réaction extrêmement simple. Alors, ça a l'air relativement simple comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que la réaction que je viens de vous décrire, elle a lieu dans une plaque que vous voyez ici en bas à droite. Au bord de chaque plaque, on va réussir à récupérer à peu près 1,2 volt. On va accumuler les plaques pour avoir le bon niveau de tension et avoir un stack à hydrogène où vous allez injecter d'un côté de l'hydrogène, d'un côté de l'air, de l'électricité haute tension, basse tension, etc. Donc tout ça dans ce stack. Et on va mettre des stacks en série et en parallèle dans ce qu'on appelle ici un power pack hydrogène, hein, une pile à combustible, avec des alimentations d'hydrogène, d'air ambiant, récupération d'eau, alimentation en basse tension, en haute tension, etc., etc. Et bien sûr, tous les contrôles de sécurité nécessaires pour garantir
le fonctionnement tout à fait sécure de ce type de composants. Mais voilà, donc c'est une technologie assez complexe à mettre en œuvre. On fait plus complexe, mais voilà, c'est quelque chose qui nécessite quand même pas mal de travail en termes de mise en œuvre et mise au point, surtout dans les contraintes que vous voyez ici, qui sont les contraintes de volume qu'on peut avoir sur une toiture de train qui va devoir passer dans des tunnels, etc., donc sous des caténaires, et ainsi de suite. Donc, vous avez ici donc, les circuits de refroidissement des piles à combustible. Et donc, ce train est équipé de piles à combustible qui sont installées ici en extrémité arrière de la toiture et surtout des réservoirs d'hydrogène. Vous les voyez ici, hein, tous les réservoirs d'hydrogène ici. Il y a à peu près 260 kg d'hydrogène sur ce train. Donc là, vous avez un demi-train, c'est 130 kg par demi-train, cet hydrogène va être stocké à 350 bars. Voilà, c'est un choix qu'on a fait de stocker l'hydrogène à 350 bars. Les automobiles sont plutôt avec des réservoirs 700 bars. Les bus sont plutôt avec des réservoirs également 350 bars. Voilà, on a plutôt cherché la synergie avec le transport public, à savoir les bus, dans l'esprit d'une mutualisation des stations de distribution éventuellement dans le futur. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'hydrogène est stocké à 350 bars dans ces réservoirs, mais dès la sortie du réservoir, la pression est acheminée vers la pile à combustible aux alentours de 10 bars, donc ce qui permet de n'avoir du 350 bars que au niveau des réservoirs. Alors, quelques chiffres, hein. Un train comme celui que vous venez de voir, le E-Link, là, c'est à peu près 400 voitures d'économisées en termes d'émissions de CO2. Et une flotte comme celle qui a été commandée par la région de Basse-Saxe, c'est à peu près 6000 voitures, hein, puisqu'on commandé 15 trains. Alors, dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis en service commercial entre Buxtehude et Cuxhaven ici pendant 18 mois, donc 2 prototypes, hein, qui étaient des prototypes Alstom. Et voilà, donc on a eu une inauguration en septembre 2018 qui a été faite avec un certain nombre d'officiels, qui était un grand événement, on va dire, médiatique et surtout, on va dire, dans le domaine du ferroviaire assez porté médiatiquement. Il y a eu des retombées à l'international très importantes. On a eu énormément de visites en service commercial, mais comme vous pouvez le voir ici sur la petite photo, les gens prenaient ce train comme ils prennent n'importe quel train. On a eu l'occasion d'amener ce train, alors j'y suis allé avec une délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a pu apprécier effectivement et conforter ses choix d'aller vers le choix du train hydrogène. Voilà, on appréciait, on va dire, l'absence de vibration qu'on peut avoir dans un train diesel. Ben ici, sur un train hydrogène, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'émission de bruit ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ça, c'est appréciable également. Il n'y a pas d'émission de panache de fumée. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement appréciable. Donc, depuis cette mise en service commerciale je vous l'ai dit tout à l'heure, en Allemagne, qui a circulé pendant 18 mois entre septembre 2018 et février 2020, les deux trains dont on a parlé sont... Alors, déjà, il était contractuellement prévu que l'expérimentation en service commercial avec passagers s'arrête en février 2020. Ça a été la date à laquelle on a eu confirmation d'une commande ferme de 15 trains par le land de Basse-Saxe. On a eu également une autre commande par le land de SE de 27 trains. Excusez-moi, c'est 14 trains dans le land de Basse-Saxe et 27 dans le land de SE, donc dans la région de Francfort. Hein. Donc aujourd'hui, on a 41 trains qui sont commandés en Allemagne de ce type-là. Mais les 2 prototypes qui avaient circulé pendant 18 mois, donc Alstom les a récupérés et on a commencé à faire un peu une campagne de promotion, d'essai tout autour de l'Europe, en commençant par les Pays-Bas dès février-mars 2020, puis en Autriche, puis en Pologne, puis en Suède, puis en France. Ce train est venu en France le mois dernier, hein, c'était le 6 et 7 septembre dernier. Il est venu circuler sur le centre d'essai ferroviaire de Valenciennes. On a eu le plaisir d'accueillir un certain nombre d'officiels, dont le ministre des Transports à bord.
qui a pu voilà, voir de visu que ce train hydrogène, il arrivait de Suède, il a été il est arrivé par le rail, il a été mis sous tension le matin. On a poussé le manipulateur et on a roulé, on a freiné, on a ouvert les portes, fermé les portes. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens disent oui, c'est un train, oui, c'est un train. Effectivement, il n'a rien de magique, et si ce n'est qu'il est, encore une fois, il est silencieux, non polluant et tout ça. Mais ça a permis quand même de montrer qu'on avait aujourd'hui une maîtrise technique et technologique de cet hydrogène ferroviaire qui permet de pouvoir parcourir différents pays d'Europe pour pouvoir faire ces démonstrations. Vous avez ici, en bas à droite, une petite photo de ce qu'on a utilisé comme station de recharge temporaire qui a accompagné ce train une partie de son périple en Europe pour pouvoir alimenter le train en hydrogène, ce qui est en cours de construction actuellement donc dans le land de Basse-Saxe pour démarrer le service commercial. C'est une station de recharge qui, dans un premier temps, recevra de l'hydrogène par transport routier et, dans un deuxième temps, produira son hydrogène localement pour pouvoir le distribuer localement également. D'accord ? Donc, ce train a été effectivement le premier train hydrogène au monde mis en service en 2018. Donc en 2018, on a eu un certain nombre de régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont venues voir Alstom et également la SNCF pour dire qu'est-ce qu'on saurait faire pour... nous, on est très intéressés par décarboner le transport en région. La région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier avait lancé son grand projet Hydrogène Valley également. Donc clairement, une volonté d'aller vers l'hydrogène et en tant qu'énergie décarbonée. Et donc, on a réussi à créer un groupe de régions qui sont Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie, pour pouvoir, autour de la SNCF et d'Alstom, pouvoir développer un train hydrogène, alors qui n'était pas exactement celui-là. Pourquoi ? Parce que les régions aujourd'hui en France ont un parc de trains qui existe. Et ma foi, un train hydrogène, c'est avant tout un train. Et un train, c'est des caisses, c'est des sièges, c'est des portes, des clims, des freins, des cabines, tout un tas de composants qui sont à maintenir. Il y a besoin des parcs de pièces de rechange, etc., etc. Et à l'époque, amener une nouvelle catégorie de train comme pouvait l'être le e-Link n'était pas forcément souhaité. Et donc, il a été choisi par les régions en particulier, dans la veine de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir de promouvoir la bimodalité, à savoir quand une région a investi dans la construction d'une caténaire, c'était un investissement financier important. Et quelque part, ne pas l'utiliser parce qu'on n'a pas de pantographe, c'est un peu dommage. Donc, le train hydrogène aujourd'hui est équipé d'un pantographe, et donc quand il roule sous une voie électrifiée, il peut monter son pantographe et ne pas consommer d'hydrogène. Ce qui est encore mieux que de consommer de l'hydrogène, en fait. C'est encore plus écologique de venir tirer son électricité directement de la caténaire plutôt que de le prendre depuis l'hydrogène. Mais ce train, s'il doit continuer son parcours, si on prend les lignes qui sont visées, par exemple, pour l'exploitation d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont Lyon, Clermont-Ferrand et également Moulins, Clermont-Brioude, on va alterner des zones électrifiées, des zones non électrifiées. Et donc, le fait d'avoir pu, viser le déploiement d'hydrogène sur un train bimode permet de continuer à bénéficier de cet aspect particulièrement intéressant, écologique et économique de la bimodalité des trains. Alors, ce contrat a été notifié en mars 2021 par les 4 régions et la SNCF vers Alstom. Ça a été une grande joie pour nous, puisqu'on y avait travaillé un certain temps pour définir les caractéristiques de ce train. Alors, je vous en ai déjà parlé, donc les caractéristiques de ce train réjouissent bimode caténaire hydrogène.
c'est de pouvoir circuler avec pantographe sur ligne électrifiée à l'hydrogène quand les lignes ne sont pas électrifiées. C'est un train qui a une vitesse maximale de 160 km/h. Le petit train dont je vous ai parlé tout à l'heure, le E-Lint, il est à 140 km/h. C'est un train qui va avoir une autonomie entre 400 et 600 km. Donc, par rapport au contrat AGC batterie, qui sont également en cours de développement par Alstom, les trains à batterie aujourd'hui visent une autonomie plutôt donc sont des trains plus simples que les trains hydrogène, moins coûteux également, mais qui vont viser une autonomie plutôt aux alentours de 80 km. Ici, on va être sur des profils de mission beaucoup plus longs et plus montagneux également, puisque l'hydrogène permet de stocker plus d'énergie à bord. Donc, ce sont des trains qui sont des trains de 4 caisses avec 220 passagers, et surtout, ils sont couplables avec d'autres éléments de la flotte régionale dans les différentes régions qui l'ont acheté pour pouvoir être mis en ce qu'on appelle en unité double, voire unité triple, avec d'autres trains et pouvoir faire des circulations groupées aux heures d'affluence. Dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hydrogène? Alors, aujourd'hui, on continue à promouvoir l'hydrogène au travers du train E-Lint qui continue on va dire son périple européen. Il va partir également aux États-Unis et globalement en Amérique du Nord et du Sud. Et le deuxième train va partir, lui, après avoir fait d'autres pays d'Europe, va partir également en Australie l'année prochaine. Donc voilà, donc ces trains servent on va dire, à montrer que un train hydrogène, voilà, ça marche, c'est pas dangereux, ça fonctionne comme un train normal et il n'y a pas de raison de ne pas retenir ce type d'énergie comme alternative au diesel pour les futures commandes de trains roulant sur ligne non électrifiée. En Angleterre, au Royaume-Uni, on a, alors c'est plutôt en Écosse d'ailleurs, on a un projet qui est le projet Breeze, qui est un train hydrogène également, pour pouvoir rouler également sur des lignes non électrifiées, mais sous un mode location. C'est-à-dire il y a une entreprise, le marché ferroviaire anglais est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des loueurs de trains qui achètent des trains aux constructeurs que nous sommes, et ensuite il y a des opérateurs de trains qui vont louer des trains pour les exploiter sur la ligne entre la ville A et la ville B, d'autres qui vont en acheter entre la ville D et la ville E, etc. etc. Donc on est en partenariat avec un loueur de train pour développer des trains hydrogène et les mettre à disposition d'opérateurs en Angleterre. En Italie, on a également signé une commande alors c'est 6 plus 8 en option train à hydrogène sur la base de nouveaux trains qui ont été vendus également au chemin de fer de Nord Milano. Et c'est prévu, la livraison de ces trains est prévue aujourd'hui d'ici 3 ans environ. Voilà. Donc tous ces trains, on va dire, sont nés de l'expérience positive du E-Lint et de son, on va dire, de son émergence dès 2018. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le train hydrogène, en fait, en soi, c'est une gageure technologique, il ne faut pas minimiser l'enjeu. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça aujourd'hui? C'est dans l'optique d'un renouvellement de parc. Je ne sais pas si vous vous rappelez les trains dont je vous ai parlé tout à l'heure, les monomodes, les bimodes, etc. Les plus anciens sont les monomodes. D'accord. Et ces trains vont arriver en fin de vie aux alentours de entre 2030 et 2035. Les temps de développement, les processus d'appel d'offres dans le ferroviaire sont relativement longs et pour des débuts de radiation de train en 2030-2035, il va falloir commencer à faire des appels d'offres et commencer des négociations pour l'achat des trains à partir de 2028. Et ce qui est extrêmement important, c'est pouvoir confirmer au moment où les autorités organisatrices de la mobilité, que sont les régions, devront passer à la phase de renouvellement de leur parc diesel, d'avoir réussi à démontrer, on va dire, la parfaite efficacité de l'ensemble de l'écosystème hydrogène et batterie. C'est-à-dire qu'il y a complémentarité entre les deux usages, les batteries pour les petites distances, l'hydrogène pour les plus longues distances. Mais si on n'arrive pas, ou si on n'avait pas réussi à faire un démonstrateur, on va dire, de la pertinence de l'écosystème hydrogène, et quand je dis écosystème hydrogène, c'est le constructeur de train,
le mainteneur du train, l'opérateur du train, le fournisseur d'hydrogène, l'autorité organisatrice de la mobilité, l'autorité de certification des trains, des bâtiments, etc. etc. Bref, il y a tout un écosystème à mettre en œuvre, et c'est ce qui va démarrer aujourd'hui. C'est ce qui va démarrer aujourd'hui en 2021, c'est ce qui a démarré, et tout le monde se met en ordre de bataille pour voir quelles sont entre guillemets, les activités à mener pour construire des stations de rechargement, construire des trains bien évidemment, faire un processus d'homologation de ce que peut être un train hydrogène, etc. Faire de la maintenance d'un train hydrogène, modifier les ateliers de maintenance. Voilà. Et donc on va avoir, on va dire 4 à 5 ans avant de mettre en service la première flotte de 12 trains qui ont été commandés, 12 plus 2, qui ont été commandés en mars dernier, et de manière à ce que lorsque le moment viendra de renouveler la flotte de trains diesel, les 1200 trains diesel dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben, les autorités organisatrices de la mobilité puissent avoir le choix de ne pas choisir le diesel. La pire des choses aurait été de ne rien avoir et de quelque part de dire bah non, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je prenne du diesel. Non, il faut qu'on ait autre chose à mettre sur la table. Et c'est ce qu'on se propose de démontrer dans les 4 ans qui viennent pour qu'au moment du renouvellement, on puisse commander soit de l'hydrogène, soit de la batterie sur ces renouvellements. Alors, le ferroviaire, on va dire, au service de le ferroviaire au service on va dire, de l'émergence de l'hydrogène. Et je sais qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier au travers d'Hydrogène Vallée, il y a une très très forte volonté de synergie entre les différentes mobilités autour de l'hydrogène. Le train, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être à peu près 200 kg d'hydrogène à chaque plein. Une voiture à hydrogène, c'est 4 kg d'hydrogène. Vous voyez bien qu'il y a un facteur multiplicateur extrêmement important. Et quand vous avez sur un lieu donné une flotte de trains qui va être maintenue, et cette flotte, alors pour l'instant, elle va être de 3 trains, mais imaginons demain, elle sera de 10 trains, de 20 trains, vous imaginez qu'on va pouvoir fabriquer, on va avoir des besoins de fabrication de 2 tonnes d'hydrogène à un endroit assez rapidement. Et le gros avantage du train, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de stations-service réparties sur un territoire, puisqu'il rentre tous les soirs au dépôt, il rentre tous les soirs à la maison, et donc peut avoir son plein d'hydrogène de fait tous les soirs. Et donc, quelque part, ça permet de géolocaliser, on va dire, la production et la distribution d'hydrogène, et donc de pouvoir massifier la production d'hydrogène, et donc de pouvoir attirer d'autres usages comme les bus, les camions poubelles, les taxis, qui vont pouvoir venir s'avitailler en bénéficiant, on va dire, de la massification que va pouvoir apporter le ferroviaire dans la fabrication d'hydrogène vert. L'hydrogène vert, je vous rappelle, c'est de l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie renouvelable et d'électrolyse de l'eau. Donc voilà, donc aujourd'hui, le ferroviaire n'est sans doute pas, on va dire, ne sera pas, comme on l'espère tous, si, comme on l'espère tous, l'hydrogène devient l'énergie, on va dire, de substitution d'une grande partie des énergies fossiles qu'on utilise aujourd'hui. Alors, le train ne représentera pas forcément une grosse part de cet hydrogène vert. Si on imagine que les bus roulent à l'hydrogène, que les voitures roulent à l'hydrogène, que tout le monde roule à l'hydrogène, donc les trains ne représenteront pas forcément une grosse partie. Néanmoins, aujourd'hui, à un instant T, le ferroviaire peut représenter un moyen de massification de fabrication d'hydrogène, ce qui permet de rompre un peu ce cercle vicieux qui consiste à dire de l'hydrogène vert, c'est cher, donc j'en achète pas, donc je massifie pas, donc c'est cher, et ça tourne. Là, en mettant en œuvre un point de massification autour du ferroviaire, ça permet de massifier, donc de baisser les coûts, donc d'attirer d'autres usages. Et en attirant d'autres usages, on massifie un peu plus, et donc on baisse encore les coûts, etc., etc. Et on peut lancer vraiment une économie autour de l'hydrogène et de l'hydrogène pour la mobilité, qui sera de l'hydrogène vert. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je suis à votre disposition alors j'ai un petit peu d'avance, on va pouvoir se faire un quart d'heure de questions-réponses. Voilà, je suis à votre disposition. Merci de votre attention.